Un millier de jours, c'est le temps que dure l'invasion impitoyable de l'Ukraine par la Russie. La Russie est en chute libre 1000 jours après le début d'un conflit qui ne devait durer que 3 jours. En dépit de tous les obstacles, l'Ukraine a renversé la vapeur et a non seulement tenu la position, mais aussi anéanti l'armée russe. Pour le Kremlin, les pertes bouleversantes de troupes, l'équipement cassé et le moral en berne dressent un tableau sombre. Il est désormais difficile de ne pas voir les défauts de la machine de guerre de Poutine après l'échec lamentable de son grand pari. Mais comment le destin de la Russie a-t-il été scellé? L'avancée de Koursk, une mesure courageuse qui a changé le champ de bataille, détient la clé de la solution. Moscou a été totalement prise au dépourvu lorsque l'Ukraine a lancé une invasion surprise de l'oblast russe de Koursk le 6 août 2024. Au cours des premiers jours, les soldats ukrainiens ont rapidement envahi les fortifications russes et pris le contrôle de dizaines de kilomètres carrés de territoire russe. La fin de la première semaine, l'Ukraine s'était emparée d'environ 386 kilomètres carrés de territoire, ce qui a contraint les autorités russes à déclarer l'état d'urgence. Il n'a donc fallu qu'une semaine à l'armée ukrainienne pour montrer au monde à quel point la situation en Russie est précaire. Cette incursion a manifestement porté un coup humiliant à la Russie. Mais après tout, nous parlons ici d'une invasion à grande échelle sur le territoire russe et non d'un combat frontalier. Poutine a reçu le surnom peu flatteur d'être le premier chef d'État russe de l'histoire moderne à avoir des troupes étrangères sur le sol russe suite à ce franchissement de frontières. Mais au lieu de simplement défendre leur position, les forces ukrainiennes ont causé de graves dommages aux installations militaires de la Russie. Des voitures, des chars et des équipements ont été détruits lorsque l'artillerie et les drones ukrainiens ont tiré sur les positions russes. Mais ce n'est pas le pire. Alors que les forces armées du pays, déjà surchargées, sont tuées chaque jour un peu plus, des milliers d'autres soldats russes ont également été envoyés à une mort prématurée. C'est un massacre pour la Russie, c'est le moins qu'on puisse dire, un massacre qui ne semble pas ralentir, il semble même s'aggraver. Début 2022, lorsque l'attaque a commencé, ce n'était plus la période la plus meurtrière pour les troupes russes. Maintenant, en novembre 2024, le champ de bataille se durcit de jour en jour. L'ampleur de ces pertes ne peut toutefois pas être transmise de manière adéquate par les seuls mots. La véritable histoire de l'effondrement de la Russie est illustrée par des chiffres. Entre le 24 février 2022 et le 20 novembre 2024, la Russie a perdu 725-740 soldats selon l'état-major général des forces armées de l'Ukraine. En moins de 3 ans, environ 3/4 million de personnes ont perdu la vie et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le pire jour pour les troupes russes a été le 11 novembre, où elles ont perdu près de 2000 soldats, 1950 pour être précis. À titre de comparaison, les États-Unis ont perdu presque autant de soldats en 20 ans de guerre en Afghanistan. Oui, vous avez bien entendu, entre le 7 octobre 2001 et le 30 août 2021, les États-Unis ont enregistré 2324 morts au combat. En une seule journée, la Russie a déploré presque ce nombre de victimes. L'ampleur de ce carnage dépasse l'entendement. Les événements du 11 novembre n'étaient toutefois pas un cas isolé. La veille, le 10 novembre, également considéré comme le jour le plus meurtrier pour la Russie depuis le début de l'invasion, on a enregistré 1770 pertes, établissant ainsi un record qui a été battu ce jour-là. Le 13 mai, quelques jours seulement après le lancement par la Russie d'une opération offensive dans l'oblast ukrainien de Kharkiv, le record précédent de 1740 pertes russes a été établi. Cela ne signifie toutefois pas que la Russie a été épargnée durant les premiers jours de novembre. Le 8 novembre, la nation a perdu 1660 soldats. Le 4 novembre, elle en a perdu 1260. Le 1 novembre, 1270 ont été signalés. Vous avez vu l'image, le mois d'octobre a été le plus sanglant pour les forces armées russes, faisant 41 980 victimes, soit une moyenne d'environ 1350 par jour, mais avec des pertes dépassant largement les 1500 par jour au cours des 3 derniers jours de novembre, le mois est désormais en passe d'éclipser même ce sombre jalon, 1690 le 19 novembre. Le 18 novembre, 1610, 17 novembre, 1576 novembre, 1645 novembre, 1650, 14 novembre, 1520 13 novembre, 1690 12 novembre, 1770. Beaucoup qualifient les événements de Koursk de massacre en raison de ces destructions. Des vidéos en ligne montrant des centaines de véhicules russes détruits, certains avec des soldats encore à l'intérieur, soulignent l'inanité totale des attaques incessantes de Moscou. Bien sûr, la Russie ne serait pas la Russie si elle n'essayait pas de renverser la situation. En outre, les forces armées russes ont partagé des images et des vidéos de leur victoire sur le champ de bataille de Koursk. Un soldat russe se tient fièrement à côté d'un char ukrainien Léopard 2 que son unité aurait touché et capturé lors d'un tel incident. Il s'agissait d'un exploit considérable si l'on considère que les chars Léopard 2
T-72 sont extrêmement sophistiqués et plutôt rares dans l'arsenal de l'Ukraine. Pas tout à fait, à vrai dire. En y regardant de plus près, il s'est avéré que ce char n'était qu'un leurre. Un leurre subtilement conçu, mais un leurre tout de même. Le décalage entre la propagande russe et la situation réelle sur le terrain est parfaitement résumé par cet étrange acte de désespoir. Des commandants russes auraient été arrêtés pour avoir exagéré leur succès sur le champ de bataille, ce qui montre à quel point cet écart s'est creusé. Ces arrestations seraient le résultat du mécontentement croissant de Moscou face à l'écart entre les pertes spectaculaires à Koursk et les victoires éclatantes présentées dans les médias officiels. Dans un surprenant retournement de situation, plusieurs officiers supérieurs et intermédiaires ont été accusés d'avoir mal présenté les pertes ukrainiennes et d'avoir exagéré les gains territoriaux afin d'apaiser leurs supérieurs. Ces déclarations trompeuses visaient à protéger les commandants des réprimandes et des mesures disciplinaires, mais dans une autre erreur grave, ils n'ont réussi qu'à alimenter les illusions du Kremlin sur le statut du conflit. Ainsi, l'acharnement du Kremlin contre ses propres officiers révèle désormais l'instabilité et la paranoïa au sein du commandement militaire russe, tandis que le Koursk devient un désastre sans précédent. Le fait que les commandants russes aient été contraints d'agir de la sorte révèle toutefois autre chose. La structure de commandement russe est totalement désorganisée, mais tant que le scandale du Koursk persistera, les lacunes croissantes de la Russie ne pourront pas être dissimulées par des rapports inventés ou des arrestations. La perte de personnel n'est toutefois pas la seule. En outre, l'équipement de la Russie est brutalement détruit. Selon l'état-major des forces armées de l'Ukraine, la Russie a perdu au 20 novembre un nombre incroyable de 20 681 systèmes d'artillerie, 19 119 véhicules blindés et 9 390 chars. Les flottes navales et aériennes russes ont également subi des pertes, 28 navires et bateaux, 369 avions et 329 hélicoptères ont été détruits. Les drones, un élément essentiel de la guerre moderne, ont également été touchés. À ce jour, plus de 19 202 aéronefs russes sans pilote ont été rendus inutilisables et ces chiffres effrayants ont considérablement augmenté au cours du seul mois de novembre. Le 19 novembre, 8 chars, 27 véhicules blindés de transport de troupes, 49 systèmes d'artillerie et 91 drones auraient été détruits en une seule journée par les forces armées ukrainiennes. Et vous souvenez-vous du 11 novembre, le jour le plus sanglant pour les Russes. Ce jour-là, 23 chars et 81 véhicules blindés de transport de troupes ont été perdus. En novembre, quelques autres sombres jalons sont venus s'ajouter au triste bilan de la Russie. Le 22 novembre, la Russie a officiellement perdu plus de 1000 systèmes de défense anti-aérienne. Le nombre total de pertes russes s'approche rapidement d'un terrible chiffre à 5 chiffres, bien qu'il soit déjà à 4 chiffres dans cette catégorie. Jusqu'à présent, 29 648 véhicules et réservoirs d'essence ont été perdus et 100 autres ont été ajoutés le 19 novembre. Le nombre de véhicules perdus en Russie atteindra bientôt le chiffre stupéfiant de 30-0. L'effort de guerre de Moscou semble s'autodétruire chaque jour et le pire, c'est que la Russie n'est pas en mesure de remplacer ses ressources essentielles assez rapidement. Vous vous demandez peut-être si l'économie russe n'est pas en état de guerre. Comment se fait-il que le secteur militaire ne soit pas en mesure de suivre le rythme de toutes les ressources qui y affluent? La solution est simple. Les pertes sont tout simplement trop importantes. Même les lignes de production surchargées de la Russie ne peuvent pas suivre le rythme effréné de la destruction. Prenons par exemple les canons pour les canons de gros calibre. La Russie perd chaque mois plus de 320 canons de chars et de canons d'artillerie. Selon Oryx, un site web d'analyse militaire open source basé aux Pays-Bas qui suit les pertes d'équipements vérifiées. Or, les deux forges russes indispensables à la fabrication de ces composants ne peuvent produire que 20 canons par mois. C'est une disproportion catastrophique puisque le taux de remplacement est inférieur à 7%. Pire encore, la Russie n'est pas en mesure d'augmenter sa capacité de production car les équipements et les compétences nécessaires sont détenus par des sociétés spécialisées à l'étranger comme la société autrichienne GFM et la probabilité d'obtenir les pièces nécessaires est quasiment nulle en raison des sanctions. La situation est similaire pour les véhicules de combat. Oryx estime que la Russie a perdu environ 155 véhicules de combat d'infanterie depuis le début du conflit. L'industrie militaire russe peut compenser ces pertes en moins d'un an puisqu'elle peut produire environ 200 unités par an, soit 17 unités par mois. Cependant, le maintien des opérations militaires, la gestion d'autres types de pertes d'équipement et le maintien de ce niveau de production poussent l'industrie russe à la limite de ses capacités. On peut se demander si la Russie pourra suivre à long terme car même si les anciens modèles
essentiels issus des stocks de l'époque soviétique sont utilisés, ces réserves ne dureront pas éternellement. Cela semble formidable que la production d'artillerie en Russie soit soi-disant passée à 3 millions d'obus par an, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on tienne compte du taux de consommation. Les 12 millions d'obus que la Russie a utilisés en 2022 ne sont plus tirés, mais selon les estimations, la consommation actuelle dépasse toujours largement la production. En conséquence, Moscou est désormais obligé de dépendre dans une large mesure des importations, y compris des obus nord-coréens, qui représentent actuellement environ la moitié de l'artillerie utilisée en Ukraine. Mais la Corée du Nord ne se contente pas de fournir des obus. En plus de l'artillerie, la Corée du Nord a fourni des missiles à longue portée et des systèmes d'artillerie, tels que 20 lance-roquettes multiples de 240 mm mis à niveau et 50 obusiers automoteurs M1989 de 170 mm construits dans le pays. Ces contributions montrent à quel point les capacités de défense de la Russie sont dévastatrices et indiquent une alliance militaire croissante entre Moscou et Pyongyang. Mais les contributions les plus controversées ne sont pas venues de la Corée du Nord dans le domaine de l'équipement. Par ailleurs, des troupes nord-coréennes sont arrivées en Russie. Début novembre, environ 11 000 soldats ont été envoyés par Pyongyang dans l'oblast de Koursk pour soutenir les forces armées russes. Selon les rapports, ce nombre pourrait toutefois encore augmenter dans les semaines à venir. Ces troupes nord-coréennes, qui font désormais partie de la stratégie régionale de la Russie, sont divisées en divisions d'attaque et de soutien. Ces soldats sont toutefois extrêmement vulnérables. Ils manquent d'expérience au combat, sont sous-équipés et sous-entraînés et ne peuvent pas comprendre la langue des autres autour d'eux. De nombreux experts militaires les décrivent donc comme n'étant rien d'autre que de la chair à canon russe. Leur participation témoigne bien entendu de l'ampleur des pertes en main-d'œuvre à Moscou. Comme la Russie ne parvient pas à maintenir le conflit en cours malgré ses efforts de recrutement et d'enrôlement, il est clair que Poutine tente désespérément de combler les lacunes qui se sont créées. C'est la raison pour laquelle la coopération croissante entre la Russie et la Corée du Nord est loin d'être aussi fructueuse que les propagandistes de Poutine veulent nous le faire croire. Non, cette coopération est manifestement désespérée. Moscou s'est tourné vers l'un des rares pays prêts à enfreindre ouvertement les sanctions face à des taux d'usure sans précédent sur le champ de bataille et à une économie qui souffre du poids de la guerre. L'économie russe, tout comme les aspirations de Poutine en Ukraine, est à bout de souffle. Oui, cette économie peut sembler stable sur le papier. Le produit intérieur brut, PIB, de la Russie est en hausse. Le taux de chômage est tombé à un niveau record de 2,4%. Et les salaires ont augmenté de manière spectaculaire. Ce tableau optimiste masque toutefois de graves problèmes structurels aggravés par une reprise économique non durable liée à la guerre, connue sous le nom de keynésianisme militaire. L'armée a besoin de 30 000 nouvelles recrues par mois pour compenser les pertes, alors que le secteur de la défense à lui seul a embauché 500 000 personnes. En raison de la pression extrême exercée sur le marché du travail, les entreprises de défense sont contraintes de multiplier les salaires par 5, ce qui a permis à l'inflation d'atteindre 8,68% en octobre. Bien que ces revenus plus élevés puissent être attrayants pour les travailleurs, ils ont néanmoins un prix élevé. D'autres secteurs souffrent d'une grave pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs importants pour l'économie civile. En attendant, l'économie civile n'est pas en mesure de combler le déficit financier créé par les primes militaires extravagantes de Moscou. C'est peut-être pour cette raison que le Kremlin a réduit les indemnités pour les soldats blessés, l'une de ces mesures les plus dures à ce jour. Dans un décret signé par Poutine le 13 novembre, la Russie a introduit un échelonnement pour le remboursement des blessures, réduisant drastiquement le montant basé sur la gravité des blessures par rapport au paiement forfaitaire précédent d'environ 30 000 $ pour chaque blessure. La totalité des 30 000 $ américains, soit 3 millions de roubles, ne sera versée qu'aux soldats ayant subi les blessures les plus graves, classées dans la catégorie 1 et comprenant des lésions graves de la colonne vertébrale, des traumatismes cérébraux ou des lésions organiques mettant la vie en danger. Le paiement est réduit à 1 million de roubles ou 10 000 $ pour les blessures moins graves mais néanmoins invalidantes, comme les blessures par balle n'affectant pas les organes ou les commotions cérébrales. En outre, les soldats ne reçoivent que 100 000 roubles, soit environ 1 000 $ US pour les blessures vraiment légères, à peine assez pour payer les soins médicaux de base. Les soldats qui ont déjà payé un lourd tribut à la guerre de Poutine sont trahis par cette mesure d'austérité. Désormais, les soldats qui subissent des fractures ou d'autres blessures susceptibles de les affecter pour le reste de leur vie sont traités comme si leur douleur n'avait aucune importance. Ce qui était auparavant une marque d'appréciation pour les souffrances causées par la guerre est devenu une formule calculée et dénuée d'émotion. Mais si l'on considère la réalité financière de la Russie, cela fait vraiment mal. Même les 100 000 roubles pour les blessures légères perdront bientôt leur valeur en raison de l'augmentation du taux d'inflation de 8% à 8,68%. Cela signifie que
que les soldats ne sont même pas pris en charge à court terme et encore moins à long terme. Pour beaucoup, c'est un rappel amer qu'ils ne sont considérés comme rien d'autre que des ressources dont on peut se passer. Mais comme les coûts du conflit continuent de grimper, cette mesure d'économie était le seul choix réaliste de la Russie. Selon une prévision datant de 2024, l'indemnisation des victimes pourrait à elle seule s'élever à 2,3 billions de roubles, soit 26 milliards de dollars américains. Cela correspond à environ 6% du budget total de l'État. Moscou décide d'économiser des roubles sur le dos des mêmes personnes qu'elle a envoyées à la guerre en réaction à cette charge financière. Mais la situation continue de se dégrader. Le Kremlin continue de financer des incitations militaires tout en réduisant les indemnités pour les soldats blessés. Des primes d'engagement excessives engloutissent des fonds qui pourraient être utilisés pour soutenir les militaires blessés. En substance, Poutine envoie un message très clair à son peuple. Vous recevrez certes un salaire substantiel si vous vous enrôlez, mais après votre libération, vous serez livré à vous-même, si tant est que vous puissiez partir. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le moral des militaires russes a atteint un niveau historiquement bas. Poutine n'en a évidemment cure. Selon les rapports, il a ordonné de reprendre Koursk à tout prix. Le 1 et février 2025 est même la date limite pour reprendre le contrôle total de la région. Il ne s'est pas encore écoulé 2 semaines depuis que Donald Trump, le président américain récemment réélu, doit prêter serment. Bien que le délai ait soi-disant été fixé avant la réélection de Trump, nous ne pouvons nous empêcher de remettre en question cet étrange timing. Poutine avance avec ses troupes avec la même insouciance impitoyable qui a marqué le début de la guerre au mépris de la vie de ses soldats. Malgré les lourdes pertes et les revers stratégiques, des colonnes de véhicules russes continuent d'avancer et de foncer tête baissée vers les positions défensives de l'Ukraine. Alors pourquoi cette précipitation? Poutine cherche manifestement à obtenir le plus de pouvoir de négociation possible avant de s'adresser diplomatiquement, sous quelque forme que ce soit, au président américain nouvellement élu. Il pourra montrer à Trump qu'il a gagné quelque chose en reprenant ce territoire, ou du moins qu'il est en position de force pour négocier un accord qui pourra être considéré comme un succès pour Moscou. Comme vous l'avez déjà entendu dans cette vidéo, cette avancée ne se déroule toutefois pas tout à fait comme prévu. Et maintenant, les États-Unis ont sérieusement entravé les intentions de la Russie tant que le président Joe Biden est encore en fonction. Il a approuvé le déploiement de missiles à longue portée ukrainiens sur le territoire russe, mis à disposition par les États-Unis. La dynamique de la guerre russo-ukrainienne a radicalement changé suite à cette décision, après que l'Ukraine ait demandé pendant des mois des armes plus puissantes pour attaquer des cibles militaires et des infrastructures russes en dehors de l'Ukraine. L'action de Biden est intervenue le 17 novembre, après que les États-Unis aient d'abord refusé de fournir de telles armes par crainte d'une aggravation du conflit. Cependant, la position de Washington a finalement changé en raison des démarches agressives de Moscou, notamment le déploiement de forces nord-coréennes parmi les 50 soldats à Koursk. 2 jours plus tard, le 19 novembre, les forces ukrainiennes auraient tiré un missile ATAK-MS sur un important dépôt de munitions russes à Karatchaïev, dans l'oblast de Briansk, démontrant ainsi les effets rapides de ce changement de politique. Cette attaque a marqué la première utilisation sur le territoire russe des missiles à longue portée fournis par les États-Unis. Selon les rapports, une explosion spectaculaire projetant des boules de feu dans le ciel a détruit la cible, un arsenal crucial de la principale direction de missiles et d'artillerie de Russie. Des habitants ont même immortalisé l'incident avec leurs caméras, documentant ainsi l'ampleur de l'explosion qui a secoué la région. Selon les autorités ukrainiennes, les armes stockées à cet endroit contenaient des missiles antiaériens et des munitions d'artillerie, 2 composants essentiels pour l'offensive actuelle de la Russie. Mais pourquoi cette attaque est-elle considérée comme un événement décisif pour la guerre? Avec une portée allant jusqu'à 300 km, l'attaque AMS permet à l'Ukraine d'attaquer des actifs russes de valeur situés loin du front. L'infrastructure militaire de Moscou sera certainement soumise à une énorme pression en raison de la précision de l'arme et de sa capacité à pénétrer aussi profondément sur le territoire russe. Il est toutefois important de se rappeler que cela va au-delà des objectifs militaires. L'objectif est de nuire sérieusement à la capacité de la Russie à reconstituer ses troupes et à poursuivre ses opérations sur plusieurs fronts, et ce n'est que le début. Grâce à la décision des États-Unis, l'Ukraine peut désormais ajouter à son arsenal des armes à longue portée provenant d'autres partenaires de l'OTAN comme la France et le Royaume-Uni. Ces pays se préparent désormais à déployer leurs propres missiles à longue portée, dont les missiles Storm Shadow d'une portée de 496 km en Ukraine. Comme ces missiles seront tirés par des avions de combat, les attaques de l'Ukraine sur le territoire russe seront encore plus variées et étendues. On peut s'attendre à ce que d'autres partenaires de l'OTAN fassent de même. La Russie, qui s'était habituée à opérer sur son propre territoire avec une certaine impunité, sera soudainement exposée à des attaques directes qui ont le potentiel d'affecter sérieusement ses capacités militaires, ses centres de commandement et ses stocks.
Pour Poutine, il s'agit d'une situation terrible, d'un conflit sur deux fronts, dans son propre pays et en Ukraine. Comme prévu, Moscou a réagi négativement à cette nouvelle réalité. Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, et d'autres officiels russes ont qualifié la décision américaine d'escalade risquée et de nouvelle phase d'engagement direct des États-Unis dans le conflit. Peskov a même averti que cela augmenterait les tensions entre l'Occident et la Russie. Poutine, quant à lui, a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a appliqué la tactique classique du sabre nucléaire. Il a cette fois-ci nettement abaissé le seuil d'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Jusqu'à présent, la doctrine nucléaire russe n'autorisait l'utilisation d'armes nucléaires qu'en cas d'attaque nucléaire ou d'attaque conventionnelle existentielle menaçant l'existence de l'État. En vertu de la nouvelle directive, la Russie est toutefois en mesure d'utiliser des armes nucléaires en réponse à toute menace sérieuse pour son intégrité territoriale et sa souveraineté, même si cette menace prend la forme d'une attaque conventionnelle. Cela s'applique également au cas où une puissance non nucléaire déclenche une guerre contre la Russie avec le soutien d'un État doté de l'arme nucléaire ou lorsque l'allié de la Russie, le Bélarus, est attaqué. En substance, toute attaque menée par un membre de l'OTAN ou toute attaque coordonnée avec le soutien de l'OTAN peut être interprétée comme une attaque contre la Russie, ce qui pourrait éventuellement conduire à l'utilisation d'armes nucléaires. Il va sans dire que le moment de ce décret est important. Poutine a clairement indiqué qu'il pensait que la décision de Biden menaçait directement la sécurité de la Russie. Le Kremlin menace depuis longtemps de considérer l'engagement de l'OTAN dans la crise comme direct si elle fournit à l'Ukraine des armes qui pourraient atteindre le territoire russe. La Russie n'y penserait pas à deux fois avant d'aggraver le conflit en guise de représailles, mais ces avertissements constants n'ont toujours été que des paroles en l'air et des menaces. Pour cette raison, la réaction de Poutine n'est qu'une nouvelle tentative de dernière minute de reprendre un certain contrôle sur une situation qui lui échappe. La Russie est toutefois déjà hors jeu, à moins que les armes nucléaires n'entrent réellement en jeu. Elle perd de l'argent, des troupes et des équipements à une échelle sans précédent. Maintenant que l'Ukraine est en mesure de lancer des attaques à longue portée, elle va également perdre des infrastructures et du territoire. La partie est donc vraiment terminée. Mais qu'en pensez-vous? La Russie est-elle vraiment finie? Ou parviendra-t-elle à changer de cap? L'Ukraine continuera-t-elle à recevoir le soutien dont elle a besoin de la part de l'Occident? Ou l'Alliance va-t-elle se désintégrer en raison des récents changements au sein de la direction américaine? Publiez vos idées dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous.